Bonjour tout le monde, bon après-midi. Je m'appelle Royamit le titre est alors masterclass. Hein, je voulais plutôt vous proposer un moment de partage, donc partage d'expérience, euh, une expérience qu'on pourrait les qualifier une sorte d'entrepreneuriat culturel dans un cadre institutionnel qui s'appelle Grand Palais Immersif, qui combine, on peut dire, à la fois French Touch, French Tech et autres peut-être qualifications de ces genres. C'est qu'on va partager d'abord un moment sur la création, la naissance de cette aventure, puis on va rentrer dans les détails de ce qu'on fait avec l'exemple les plus à jour, ce qu'on fait actuellement au Grand Palais Immersif, place de la Bastille. On peut peut-être mettre le PowerPoint, comme ça. C'est moi qui ai la main. D'accord. Tac. Simplement qu'il y aura quelques images. Hein, mais... Hein, on va y arriver. Hein. Donc, bon, pour ne pas vous ennuyer, Grand Palais Immersif, c'est une initiative, voilà, qui a été créée il y a... je cherche d'abord un plein écran. Bref, vous les voyez ça suffisamment bien comme ça. Grand Palais Immersif, c'est une aventure d'imaginer et de proposer au public donc, de nouveaux formats, des expositions. Donc, moi, je m'appelle Royamit et j'étais en charge des digital et de l'innovation à la réunion des musées nationaux Grand Palais. Et ce qui nous anime, merci, ce qui nous a animés depuis toujours, c'est de créer des conditions de rencontre entre des publics et des contenus culturels. Contenus culturels en sens large du terme, artistique, patrimonial. Ça, c'était vraiment ce qui nous anime, ce qui nous motive. Et autant qu'acteurs dans ces domaines, en étant aussi partie de notre monde et ses évolutions, on a constaté les évolutions assez importantes dans les comportements de public, mais aussi, bien évidemment, dans les possibilités techniques et technologiques qu'on peut avoir. Et donc, cette observation-là nous a donné l'envie d'expérimenter nos cœurs de métier, qui est la production des expositions. Une exposition a lieu qui propose un moment de rencontre entre création, culture au sens large du terme, et son public. Et donc, dès que, si j'ose dire, la technologie a pu les permettre, en fin 2016, on a imaginé une première exposition, exposition donc du coup sur place, enfin ce qu'on appelle in situ, qui était à forte dominance numérique. On l'a fait à l'époque avec le musée du Louvre et Iconem, dont je vais parler dans un instant, qui s'appelait Site éternel. On saisit une occasion, c'était l'occasion des destructions que Daesh a fait dans des sites historiques en Syrie, en Irak. Et on a saisi cette occasion, je dirais, culturelle, politique, pour proposer un nouveau format. C'était vraiment une toute première expérience, et dans un contexte simplement aussi de notre métier. C'était avant, par exemple, le lancement de l'atelier de lumière et d'autres espaces immersifs ailleurs. Donc cette première expérimentation nous donnait l'envie de pousser cette expérimentation sur les formats plus loin. Et on a saisi une occasion qui était celle des, là quelques acronymes, de ce qu'on appelle les
PIA, ça vous dit quelque chose, le Programme Investissement d'Avenir, la AMI, l'appel à manifestation d'intérêt, enfin, ce type d'acronymes et des programmes qui ont été proposés pour propulser de nouvelles initiatives dans les domaines culture, technologie, mais aussi du point de vue de ses structures, et notamment la manière dont le public s'articule avec les privés. Et donc, dans ces cadres-là, qui étaient donc l'appel à manifestation d'intérêt et celle du programme d'investissement d'avenir, on a pensé qu'il est opportun de réfléchir ces nouveaux formats dans un cadre entrepreneurial, dans un cadre structurel, pour lancer une activité à part entière. Et dans ce sens-là, et pour répondre aux conditions même de cet appel au projet, qui nous ont obligés, autant qu'institutions publiques, d'aller chercher des partenaires privés pour pouvoir s'élancer dans cette aventure qui est à la fois une aventure culturelle, enfin, qui est autour de la création donc, de nouveaux formats, mais aussi une aventure capitalistique, afin de chercher des fonds et de voir comment on s'inscrit dans une démarche qui est une démarche de création de valeurs et qui est une démarche qui est sustainable, enfin, dans la durée. Et donc, on a commencé à prendre cette idée, enfin, qu'on a tout juste commencé à effleurer. Autour de nous, il y avait, bien évidemment, le monde évolue très vite, d'autres projets dits immersifs qui ont vu le jour. Et on est allé structurer une démarche pour mettre en place un filiale de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, dédié à ce type d'activité, à la fois la production et la diffusion de ce nouveau format. Et donc, on était soutenu par cette démarche de recherche par la Caisse des dépôts, Banque des territoires qui opère les fonds dans ces cadres de PIA et qui rentre en tant qu'investisseur avisé pour accompagner ce type d'initiative. Et il nous fallait trouver un partenaire, un actionnaire privé, qui puisse aussi être intéressé à cette aventure. Et à ce moment-là, on s'est rencontrés, là je vais présenter Frédéric Bilbao Fayan, qui représente notre actionnaire Vinci Immobilier, qui a trouvé opportun de se rejoindre à cette aventure et d'investir à notre côté. Peut-être avant de te laisser la parole, en deux mots, je dirais, à propos d'une recherche d'investissement, enfin, j'imagine que vous les connaissez sans doute. Il y a ici des gens qui ont leur propre expérience et qui font ça tous les jours. Il est très important, enfin, de trouver des investisseurs qui ont à la fois les moyens, bien évidemment, mais aussi l'intérêt stratégique pour cette activité, pour l'activité dont on parle. Et cet intérêt stratégique, il n'est pas que, si j'ose dire, ce que moi je définirais comme un bon actionnaire, c'est un actionnaire qui a un intérêt stratégique au sens profond du terme, pouvoir accompagner la démarche à la fois dans sa durée et d'avoir les valeurs ajoutées qui ajoutent de sa propre, je dirais, activité. Donc, bien évidemment, à banque d'investissement, c'est clair, quels sont les intérêts. Banque d'investissement public, comme la Caisse des dépôts, qui à la fois articule des objectifs des rendements, mais qui sont inscrits dans une démarche de soutien public et donc qui ne demandent pas un rendement immédiat pour l'investissement. Mais il fallait trouver donc d'autres actionnaires qui auront la bonne distance avec ce qu'on fait.
Et c'est ce qu'on voudrait faire. Et dans ce sens-là, on s'est trouvé avec Vinci Immobilier, dans le sens où, et là je vais passer la parole, d'avoir les points de vue de notre actionnaire, mais chez nous, une des manières de voir ce qu'on fait, c'est nous on fait notre produit phare, c'est ce qu'on appelle location-based entertainment. Okay? C'est des offres, à l'occurrence culturelles et artistiques, qui prennent place dans un lieu physique, dans un bâti, pour lesquels les gens se déplacent. Donc ça, c'est notre activité. On est vraiment dans ce qu'on appelle dans les location-based. Et à partir de ce fil, il y avait la rencontre avec Vinci. Et je te passe la parole pour voilà, de votre point de vue, comment ça s'est passé. Alors, bonjour, je suis donc Frédéric Bilbao-Faillant et je m'occupe des relations institutionnelles chez Vinci Immobilier. La création de Grand Palais Immersif se fait, c'est la rencontre de deux entités qui réfléchissent à un même moment et qui se rencontrent au bon moment. C'est-à-dire qu'au moment où Roy réfléchissait avec la RMNGP à des expositions immersives, Vinci Immobilier réfléchissait à s'engager sur le territoire, puisque c'est un acteur du territoire. On veut aller aussi s'engager autrement envers la culture que ce qui a été fait jusqu'à présent. Et on ne voulait pas que ça soit simplement du sponsoring ou du mécénat qui sont pas des financements pérennes. Ce n'était pas dans la logique de Vinci Immobilier. On avait plutôt envie d'accompagner ça de façon beaucoup plus pérenne et vraiment d'accompagner la culture sur les territoires. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, et si on s'associait, même si en apparence, on est chacun à côté du spectre, mais Vinci Immobilier est un acteur du territoire. L'entreprise a été plusieurs fois primée dans le cadre d'un programme qui est un immeuble, une œuvre d'art. Et donc, ça s'inscrivait logiquement dans cet engagement envers la culture et de sa diffusion sur l'ensemble du territoire, en fait. Voilà. Oui, je pense que c'est cette vision-là que vous avez, Vinci Immobilier, comme un acteur d'aménagement urbain, des espaces urbains, a voulu qu'il y ait un projet qui proposerait un nouveau type d'animation culturelle dans l'espace urbain, enfin public. Vous a semblé intéressant de suivre, je dirais, d'être un peu en première loge de ces évolutions. Oui, parce qu'on le connaît, le territoire, les équipes le connaissent, on connaît les lieux, en fait. C'est là où on est complémentaire par rapport à la RMNGP, en fait. C'est qu'on est à même d'abord, on connaît l'appétence des maires pour ces sujets-là, qu'il faut mettre en adéquation avec ce qu'offre la ville. Gentiment, parce que je les aime bien les maires, mais gentiment, les maires ont tous envie d'avoir le Louvre, d'avoir Disneyland et d'avoir un village, un stade olympique, mais c'est pas toujours réalisable. Donc il faut aussi faire vivre ces lieux-là. Et les équipes de Vinci Immobilier connaissent ce territoire et savent comment l'offre culturelle peut être adaptée à ce que la ville peut recevoir en matière d'exposition, voilà. Donc c'était une autre forme d'engagement et c'était un engagement plus complet, une fois encore, que de donner une somme d'argent et puis de se dire on verra bien. Voilà, c'était plutôt sur le long terme et en concordance avec nos valeurs aussi. Donc c'était aussi d'apporter sur les territoires, et pas seulement sur les territoires favorisés, sur d'autres territoires qui sont moins favorisés, d'apporter et de diffuser la culture au plus grand nombre. Merci Frédéric. Voilà, pour faire la transition, la manière dont ce qu'on propose, donc dans ces, je dirais, nouvelles types d'offres culturelles, j'utilise les termes en anglais, je ne sais pas, avec vraiment les location-based entertainment, hein, je ne sais pas si quelqu'un a son traduction, je suis preneur. Donc, c'est vraiment un format, c'est un nouveau format. Et la manière dont nous, on les voit, que ce nouveau format va s'installer
durablement dans les paysages urbains, comme les nouvelles salles de cinéma du XXIe siècle. Hein. Donc les salles de cinéma sont des location-based, sont des lieux des partages, des lieux de rencontres entre des contenus et ses publics, des lieux très ancrés sur les territoires. Et la manière dont nous, on voit les choses, c'est que ce type de lieux, des endroits qui proposent des expériences immersives vont se trouver sur les territoires. Et dans ce sens-là, on conçoit aujourd'hui ce nouveau format des expositions. Et là, on va en parler avec nos partenaires de cette expérience sur la production, donc vraiment des contenus. Et donc voilà, je voulais partager avec vous. On a lancé Grand Palais Immersif il y a 1 an et demi, après plusieurs proof of concept, hein, donc la première dont j'ai parlé. Après, on a fait Pompéi au Grand Palais en 2020. Puis la création de la société qui nous a permis de lancer une première offre l'été dernier à Marseille, donc au Palais de la Bourse, parce que notre lieu à Paris n'était pas encore prêt. Et donc, on a proposé un Joconde immersif, donc en coproduction avec le Louvre, qui était présenté tout l'été à Marseille, avec ce nouveau format. Et puis, on va revenir après, peut-être justement sur l'accueil, et d'ailleurs la différence entre Marseille et Paris. Mais les cas d'études qu'on voudrait partager à la suite, c'est de notre exposition actuelle qui s'est ouverte il y a 2 mois à notre nouveau lieu parisien qui se trouve à l'aile sud de l'Opéra Bastille. D'ailleurs, un lieu qui nous a été proposé par les liens et les connexions des Vinci Immobilier qui connaissaient très très bien les répertoires des lieux qui puissent être adaptés à ce type de contenu. Donc on est basé à cet lieu pour les prochaines années. Je sais pas, vous savez sans doute que le Grand Palais il est fermé aux travaux pour plusieurs années. Et donc c'est dans ces lieux-là qu'on présente aujourd'hui ces nouveaux formats. Et ces nouveaux formats dont on va parler maintenant, la manière dont nous, on interprète ce qui est l'immersif, hein, et donc c'est un mot qui est devenu un peu galvaudé hein, ces derniers temps. Hein, tout le monde fait... Il y a plein de trucs immersifs différents, enfin, et tant mieux, mais du coup, on a perdu exactement à quoi on se réfère quand on dit ça, parce que c'est devenu un concept chapeau. Donc, en tout cas, la manière dont nous, on interprète ce qui est une exposition immersive, et ce qu'on propose ici, si je devrais les qualifier, je dirais que c'est vraiment l'immersion porteuse des sens. Et dans ce sens-là, c'est une immersion qui articule différents types d'expériences, à la fois des moments d'immersion qui sont des moments souvent axés sur l'émotion, hein, c'est accompagné par des musiques, des belles images projetées à des grandes tailles, mais aussi d'expériences de narration. Enfin, on attend, enfin, on écoute, on voit des choses qui nous racontent des choses, des histoires, on partage de l'information, des savoirs, et des moments d'interaction, hein, où les publics puissent avoir cette expérience d'interagir directement avec les contenus. Et donc ces 3 briques, hein, je dirais l'immersion porteuse d'émotions, la narration porteuse d'informations et de connaissances, et l'interaction qui est un levier d'engagement avec les publics, c'est la manière dont on donne de sens à ce qui est l'immersion. Et cette exposition-là, je voudrais croire, et je l'espère être un bon exemple de ça, hein, de cette vision. Et donc, avec moi, il y a Étienne d'Iconem, qui est notre coproducteur, et je vais te laisser la parole dans un instant, et Amy de Ubisoft, qui fait partie de l'exposition. Et d'ailleurs, avant de leur donner la parole et de faire référence à ce qu'on disait tout à l'heure, et d'ailleurs le contexte où on est aujourd'hui,
Et la manière dont nous, on voit aussi notre action, c'est vraiment une action au cœur d'un écosystème d'innovation française. Hein. Et de fait d'être là, entouré avec des partenaires qui ont le vœu porteur de valeurs et d'innovation, pour nous, est aussi à la fois un engagement et une mission. Hein. Et c'est pour ça qu'on est très heureux, enfin, on est très content que ça puisse se faire dans ces conditions. Et peut-être sur cette exposition-là, Venise révélée, où on montre en fait une Venise comme jamais a été montrée avant, et on raconte son histoire vraiment comme une sorte donc, de miracle, avec ces nouvelles moyens. Peut-être Étienne, tu pourrais nous raconter comment se faisait la production de ces éléments principaux de l'exposition. Oui, bien sûr. Alors bonjour, Étienne Tellier, directeur général d'Iconem. Merci Roy pour l'introduction. Donc de notre côté, Iconem, nous étions en relation avec la Fondation des musées de Venise, la Fondazione Musei Civici di Venezia, au printemps 2021 autour d'un projet pilote qui était un projet scientifique. C'est-à-dire que nous discutions avec eux de la possibilité de créer des jumeaux numériques des salles du Palais des Doges pour pouvoir créer des versions extrêmement haute définition des tableaux qui se trouvent dans le Palais des Doges. Ces versions haute définition auraient été un outil très précieux pour les conservateurs du palais afin d'étudier l'état de ces tableaux et les possibles dégradations affectant ces tableaux. Le Palais des Doges souffre parfois d'humidité, de présence d'oiseaux. Et donc, voilà, tout est né d'un projet scientifique. On a mené d'abord ce petit projet pilote. Enfin, petit, c'était quand même un palais contenant plus de 30 pièces. Et le projet a fonctionné. Et suite à cette première étape, plutôt orientée vers un outil scientifique, on a commencé à discuter avec donc le Grand Palais Immersif d'une exposition pour vraiment donner plus d'ampleur à ce projet initial et transmettre toute cette documentation qu'on avait commencé à accumuler. Donc on a élargi le projet et on a décidé de numériser non pas juste le Palais des Doges, mais une quinzaine de grands monuments vénitiens, donc les principaux lieux gérés par la Fondation des musées de Venise, ainsi que les grands quartiers emblématiques de la ville, que ce soit le Grand Canal, la place Saint-Marc, la façade de la basilique Saint-Marc. Et pour cela, donc, on a utilisé toute une série de technologies. Donc, il faut savoir que notre technologie principale, c'est ce que l'on appelle la photogrammétrie. C'est un protocole qui permet de numériser en 3D des monuments en passant par la photo. Donc, on prend beaucoup de photos d'un monument sous différents angles de vue, des dizaines de milliers de photos, en faisant attention à ce que la couverture soit totale, qu'il n'y ait pas d'angle mort. On suit donc un protocole très précis et une fois qu'on a pris toutes ces photos, on peut processer ces images sur des ordinateurs qui sont puissants, qui vont être capables de les fusionner entre elles pour créer des jumeaux numériques, donc des doubles numériques en 3 dimensions très précis. La résolution aujourd'hui peut descendre sous le millimètre. Donc d'où l'intérêt pour des scientifiques, mais d'où l'intérêt aussi pour le monde du multimédia et des musées. Parce qu'à partir de ces jumeaux numériques, on peut créer toute une série de dispositifs immersifs. Donc ici, on peut voir une image de l'un des espaces de Grand Palais Immersif, la salle Triangle, avec une installation sur le Grand Canal. Et depuis donc 6-7 années, depuis notre première collaboration avec le Grand Palais sur l'exposition Site éternel, on a développé toute une expertise sur la création de contenus immersifs à partir de jumeaux numériques. Voilà, et donc on a beaucoup travaillé sur cet aspect pendant 1 an et demi, entre le scan de Venise, réalisé par avion, donc on a fait voler un avion, on a fait voler des drones, on a pris des photos à la main. En tout, on a accumulé 200 000 photos, et donc ce qui nous a permis de réaliser ces jumeaux numériques. Voilà, tout un protocole aussi, depuis 1 an et demi, sur le développement des contenus de médiation. Parce que pour nous, pour Roy comme pour Amy et pour Iconem,
il était important donc d'être dans l'immersion, mais aussi dans la narration. Pas juste produire de la belle image, mais aussi produire des contenus de médiation qui allaient permettre au grand public d'en savoir plus sur Venise. Voilà, donc je passe la parole à Amy. Avant Amy, pour moi, je voudrais attirer votre attention sur deux choses. La première chose, c'est cette technologie la technologie des photogrammétries et des nuages de points. Donc la manière dont nous on l'expose à la fois comme des éléments de documentation qui font une représentation, à l'occurrence de Venise, comme disait Étienne, qui peut aller jusqu'à des détails très détaillés, très profondes, et qui permettent de faire voir la ville, ses palais, des éléments de manière inédite, parce qu'on navigue au sein de ces jumeaux numériques. Donc on pourrait avoir ce type des points de vue et des mouvements de vue complètement inédits. Mais aussi, et ça c'est qui a été pour nous très important, il y a un aspect esthétique très marqué et très fort à ce type des images et des technologies. Et on trouve particulièrement intéressant d'exposer, et parfois on me fait la remarque que je l'entends parfaitement parce que c'était voulu, les images qu'on présente, ça pourrait aussi, et sont aussi de ce qu'on appelle des vidéo art, dans le sens où il se dégage une patte esthétique très marquée, enfin très marquante. Je vous invite à voir l'exposition si vous ne l'avez pas vue. Par exemple, un des choix qu'on a fait au cours de route, c'était pas de mettre des ciels ni de l'eau bleue. Donc, il n'y a pas de ciel dans notre Venise. Il y a une noire, donc ça ressemble à une nuit parfois. Mais pourquoi on ne l'a pas fait? On l'a fait ça tout d'abord pour des raisons esthétiques, parce qu'on le trouvait plus beau de le faire ça comme ça, mais aussi bien évidemment pour des raisons de narration, c'est qu'on a voulu partager, qui est vraiment le miracle architectural et la manière dont la ville, les bâtis sort et se marque dans les paysages. Et ces choix-là donnent à l'expérience à valeur encore une fois esthétique inédite, enfin voulue, et c'est ça vraiment, je dirais, le propre aussi d'une exposition. Enfin, c'est de prendre part et de dire, c'est pas un film de National Geographic, ce qui est super, mais c'était pas notre but. Mais notre but, ça a été de partager à la fois des moments, des savoirs et des connaissances, mais aussi des moments esthétiques forts. C'est que vous voyez à l'image un autre éléments qui nous permettent cette photogrammétrie, c'est vraiment ce jeu de transparence et des visions qu'on ne peut pas avoir avec, je dirais, une captation normale de vidéo ou de la photo. Et donc, ça, c'est ce type d'engagement à la fois scientifique et esthétique qui est le nôtre. On l'a trouvé, si j'ose dire, on l'a voulu la doubler en faisant appel à Ubisoft et à son propre modèle, à son propre jumeau numérique de Venise, voilà, qui date. Le jumeau numérique Iconem, il date de 2021, c'est le moment de la captation. Le jumeau numérique d'Ubisoft date de 1481. 1481. Voilà, Amy. Merci. Bonjour, donc Amy Jenkins, je suis chez Ubisoft, donc éditeur de jeux, nous sommes basés à Saint-Mandé. Et je suis en charge des partenariats qui vont au-delà du gaming. Donc mon but, c'est d'étendre les publics, d'atteindre des gens, des audiences nouvelles. Je travaille notamment avec la culture et l'éducation. Je voudrais dire un petit mot de contexte sur l'historique du partenariat, la co-création avec le GPI et Iconem. Et puis, je vais parler un petit peu de comment on a créé l'expérience immersive, Ubisoft. Donc, ce qu'il faut savoir, je suis obligée de vous expliquer un petit peu Assassin's Creed, pour ceux qui ne jouent pas. Donc, Assassin's Creed, c'est une saga de jeux vidéo qui a été créée en 2007. Ce sont des jeux d'action-aventure avec des mondes ouverts, c'est-à-dire des mondes énormes, avec énormément de détails explorés, énormément de choses. On peut passer 100 heures dans le jeu et certains passent même 300. Donc, c'est plus qu'une série Netflix ou une saison de foot, peut-être voir le Coupe du Monde. Donc, Assassin's Creed,
nous permet de voyager dans le temps, si je vulgarise, on visite des moments épiques de l'histoire, la vraie histoire de la Terre. Et c'est vraiment une fantaisie des joueurs d'aller en Égypte antique, en Grèce antique, les Vikings, la Révolution française, par exemple, et aussi en Italie pendant la Renaissance. Donc nous avions en 2009 sorti Assassin's Creed 2, qui se passe effectivement en Italie au XVe siècle. Et l'héros du jeu, qui s'appelle Ezio Auditore, est allé à Venise en 1481, d'où le nom de l'expérience. Pour créer la Venise du XVe siècle et les autres settings, époques d'histoire que je viens de vous décrire, nous avons des équipes en interne, des chercheurs, des historiens, mais pas que. Et nous faisons appel à beaucoup d'experts externes pour être le plus authentique et le plus crédible possible, puisque pour être immersif dans le jeu vidéo de base, il faut être authentique et crédible. Je ne parle pas que du lieu, de l'architecture, des bâtiments. Je parle des habits, de la langue, de l'argent, de la religion, de toutes sortes de choses qui font qu'on croit vraiment y être. Bien évidemment, cet univers, ce monde concret, est au service d'une aventure. Donc, il peut y avoir des libertés également. Mais on fait très attention à l'authenticité. Donc, si je reviens à notre partenariat, quand nous avions parlé avec le GPI et CONEM de leur projet de Expo, il était une évidence que nous, on avait notre version, notre représentation de Venise, en l'occurrence au XVe siècle, et que ça permettait de proposer une autre esthétique, de parler à notre public peut-être aussi, et de montrer un autre angle de Venise. Alors, notre salle est vraiment sur le parcours de l'exposition. Ça fait partie intégrante de l'exposition. En allant dans le jeu, encore une fois, qui était sorti en 2009, on avait des challenges, on va dire, techniques, artistiques, pour créer une expérience qui serait accessible pour tout le monde. Parce qu'ici, au GPI, on veut toucher tout le monde. On est sur de la famille, des adultes, des enfants, des personnes qui n'ont jamais joué de la vie, peut-être des personnes qui ne sont pas intéressées par le jeu, tout comme des gamers et des fans assidus d'Assassin's Creed. Donc il fallait vraiment penser à une expérience qui pouvait toucher tous les publics possibles. Et nous avons la chance en interne d'avoir une équipe qui est vraiment dédiée dans la production d'expériences pour des non-gamers, et notamment pour des musées. Et cette équipe a réfléchi à une expérience qui permettait d'être immersive ensemble. Nous ne souhaitions pas mettre un casque, ce n'était pas le parti pris du Grand Palais. Nous voulions rentrer dans la salle et avec une autre esthétique que le reste de l'exposition et les images des CONEM, vraiment être dans la Venise d'Assassin's Creed. Donc, nous avons proposé des podiums, des bornes interactives qui proposent de la vidéo interactive. Donc on va à une borne, il y en a 4. Chaque borne correspond à un quartier de Venise, donc il y a vraiment 4 expériences distinctes. Et sur la borne, il y a des fonctionnalités, des icônes très simples. On appuie sur un bouton, on fait un choix, on décide quel point d'intérêt on veut explorer, et ça déclenche une séquence dans le jeu, et on peut aller visiter le quartier de Venise. Donc quelques défis techniques, bien entendu, et artistiques, puisque le jeu vidéo n'est pas fait pour déambuler et visiter et admirer. On est attaqué, on a des missions à faire, voilà. Donc il fallait qu'on simplifie l'expérience. Et on a rajouté de l'immersion dans la salle, parce que c'est vraiment une salle dédiée qui n'est pas fermée, qui est vraiment un espace dédié, avec des concept art, parce que nous avons aussi des équipes d'artistes qui travaillent sur la direction artistique des lieux, des ambiances, des personnages, etc. Et donc nous avons mis, pour créer de l'immersion, tout l'univers d'Assassin's Creed autour sur les murs. Voilà. Tout à fait, et ce qui, je pense, participe dans l'immersion de cette partie, et d'ailleurs de manière plus générale, c'est la musique. Et un des enjeux, c'est de proposer donc une musique qui est porteuse, enfin je dirais, d'ailleurs, le véhicule principal de l'émotion est la musique. Et donc, dans toute l'exposition, on a décidé de faire appel à un compositeur, David Chalma, qui a relevé les défis que je trouve particulièrement intéressant de mentionner ici dans ce contexte, parce que c'est une musique originale, mais qui n'est pas simplement synchronisée à l'image, ce qui est important, parce que ça accompagne la narration visuelle. La musique, et ça c'est un des enjeux des expositions immersives, de la manière dont nous on les voit, c'est d'être synchronisé aussi à l'espace. Parce que le public, il est dans des déambulations libres. Ils peuvent voir des différents types donc, de contenus. Et la musique qui circule par l'air,
Et donc, les sons, il est poreuse. Donc, on peut entendre des choses, mais qui relèvent d'un autre endroit. D'où la nécessité de penser une partiture, enfin une composition qui à la fois synchronisée à l'image, mais aussi à l'espace. Je pense que ça, c'était un des paris de cette expo. Encore une fois, à mon humble avis, c'est un pari réussi, mais même dans la salle Assassin's Creed, donc les compositeurs a pris la thème musicale. Ezio's Family. Voilà. Oui. C'est un morceau qui revient dans chaque Assassin's Creed, qui est vraiment la signature musicale d'Assassin's Creed, et donc interprété vraiment dans la même ambiance globale du site. Exactement. Et donc, du coup, qui est la musique qui accueille le public dans cette salle appartient à l'ensemble, tout en gardant bien évidemment les codes. Enfin, c'est la même musique, hein, mais simplement interprétée de manière spécifique. Et comme je disais, c'est une vraie vecteur d'immersion à partager. Ce qui est aussi intéressant, on pourrait peut-être commencer à partager un peu notre retour de public, étude de public. Donc, chaque exposition donne lieu à une étude qui on se veut à la fois éclairant et approfondi pour avoir un retour sur ce qu'on fait et comment on puisse se projeter dans l'avenir. Donc, un des éléments qui sort donc, de l'étude qu'on est en train de faire, c'est l'étude, il se déroule sur toute la longueur de l'exploitation. On a commencé à voir déjà pas mal des données, montre que, par exemple, cette salle-là attire de manière très claire tous les publics. Et parfois, ça aussi, encore plus les publics qu'on pourrait croire éloignés de ce type de contenu, dit de jeux vidéo. Et on les voit, et c'est facile à les confirmer, j'ose dire même à l'œil nu, hein, quand on visite dans l'expo, l'engagement des publics qu'on pourrait qualifier, encore une fois, éloigné, on peut dire, un public plus senior, public plus... qui je suis sûr, qui ne sont pas des gamers ou des joueurs, qui sont attirés par la présentation. Et donc peut-être un mot là-dessus, sur la manière dont vous voyez la manière dont le public appréhende et approprie les contenus. Pour nous, c'est fabuleux de voir des personnes qui n'ont jamais entendu parler d'Assassin's Creed, qui sont là à admirer le contenu et interagir avec, qui suivent notre personnage culte Ezio à travers les rues de Venise. Hein. Clairement, pour nous, c'est fabuleux de voir comment le jeu vidéo et nos jeux vidéo peuvent contribuer à la culture, à l'éducation. C'est vraiment un outil pédagogique au final pour tous les publics. Et Étienne, peut-être toi aussi par rapport à la manière dont le public appréhende les contenus. Alors on a de très bons retours d'un public qui est donc mixte, avec des gens qui connaissent bien Venise, qui sont déjà allés sur place et qui voulaient approfondir en découvrant Venise sous un autre jour, et un public plus de gens qui connaissent pas du tout la ville et qui voulaient la découvrir numériquement. Et donc on a des retours enthousiastes, parce que même pour les personnes qui connaissent déjà la ville, on propose un autre aperçu avec donc tout ce que permet la 3D, pouvoir s'approcher très près des peintures, pouvoir rééclairer certains tableaux qui, quand on est au Palais des Doges, sont dans l'obscurité, pouvoir aussi jouer les passe-murailles en traversant les murs, découvrir comment les espaces sont imbriqués les uns dans les autres, jouer aussi sur tous ces effets spéciaux de rayons X, effets X-ray, comme on peut voir ici. Donc oui, c'est un nouvel aperçu que l'on propose aux visiteurs sur cette ville. Donc on essaie de révéler, d'où le titre de l'exposition, grâce à toutes ces nouvelles technologies. Et puis pour compléter, c'est qu'on constate, à propos de ce désir de visiter Venise, que près de 70% de nos visiteurs dit que c'est soit leur donner l'envie d'y aller pour la première fois, soit d'y revenir. Donc c'est parlant, et c'est aussi intéressant par rapport à des remarques qu'on pourrait nous les faire, comme quoi l'expérience numérique va remplacer les expériences
réel, on n'y croit pas. Et au-delà qu'on n'y croit pas, les retours nous les confortent dans cette vision. Quand on a fait Joconde immersif à Marseille, on a eu près de 80% de visiteurs qui nous ont dit que l'expo leur a donné envie soit d'y retourner, soit d'y aller pour la première fois. Donc il y a une vraie, je dirais, complémentarité entre ces types d'expériences qu'on peut qualifier comme représentant une autre d'œuvre d'art ou un site patrimonial. Par rapport au public, c'est qu'on constate, aussi c'est un élément partagé, qu'on fait vraiment, on attire vraiment un public familial, donc plus largement familial, que des publics qu'on peut dire de l'habitude des expositions type art, patrimoine. Par exemple, dans l'Expo Venise, on est plus d'un tiers des publics qui visitent en famille. Hein, donc ça, c'est un véritable, je dirais, donné, hein, qui nous conforte dans cette notion-là. Et je reviens de ce que je disais au début, que ces formats pourraient, je dirais, devraient élargir ce qu'on peut appeler élargir nos typologies des publics. On l'a constaté également à Marseille, je dirais encore plus, parce que bon, à Paris, il y a une offre très large et il y a des pratiques culturelles très, très ancrées, mais qu'on a proposé la Joconde immersive à Marseille, on a constaté une diversité, par exemple, des CSP beaucoup plus importante de ce qu'on constate de manière habituelle dans des musées ou des lieux d'art. Donc ça, c'est vraiment le format dont on parle. Un des enjeux de ce qu'on présente, c'est sa capacité d'itinérer, enfin, c'est d'aller au-delà, je dirais, du lieu, je dis des lieux où on l'a lancé, hein, à l'occurrence ici à Paris. Et aujourd'hui, donc, on est en train de les réfléchir, de les remodeler par rapport à des diffusions futures. Peut-être, Étienne, tu peux dire quelques mots là-dessus? Oui, alors tout à fait, on a toute une réflexion en cours pour donc proposer l'expérience en itinérance. L'expérience telle qu'elle est présentée au Grand Palais Immersif vise un public mixte avec donc ses connaisseurs et ses découvreurs, ses primo-visiteurs. Et donc on a joué vraiment sur deux registres, vraiment la médiation culturelle et l'immersion. Pour l'itinérance, peut-être que, réflexion en cours sur comment est-ce que l'immersion va être augmentée ou non pour des espaces qui sont parfois conçus différemment, qui accueillent surtout de la grande image. Voilà, donc des réflexions à ce sujet. C'est vraiment une réflexion en cours. Je pense à un de nos enjeux par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de cette aventure entrepreneuriale, c'est comment on fait voyager ces expositions de manière plus aisée, c'est pas les termes, mais en tout cas de manière plus importante des expositions beaux-arts classiques. Donc vous savez, les expositions beaux-arts classiques avec des artefacts sont très limitées dans leur capacité d'itinérer d'une, et d'autres qui aujourd'hui, bien évidemment, avec les nécessités d'être beaucoup plus regardant et responsable en termes donc des énergies et des moyens qu'on déploie. Cette typologie des expositions permettra de proposer une alternative. Voilà un peu ce qu'on voulait partager. Et puis, je pense que c'est le moment d'ouvrir les micros pour des questions, des réflexions de votre part.
on a quelques minutes pour ça. French time.